Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Nous y voilà camarades, c'est lundi et c'est Rideau Rouge, votre podcast d'éducation populaire préféré qui collecte et réunit des savoirs et des expériences pour construire une société alternative. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai et cette année, le 1er mai me fait beaucoup rire. Et oui, parce qu'une fête du droit du travail qui tombe juste après un passage en force d'une réforme des retraites, c'est quand même assez comique. Et l'humour, c'est justement notre sujet du jour, puisque j'accueille cette semaine La Bajon, comédienne et humoriste qui se plaît à mettre en lumière les travers de notre société, tant sur scène que dans ses vidéos. Elle a explosé en 2017 avec sa vidéo L'avocate de Pénélope Fillon, a monté un premier spectacle qui a cartonné et part actuellement en tournée avec son second one-woman show, Extraterrienne. Bonjour La Bajon, bienvenue sur Bonjour, Rideau Rouge. bonjour, enchantée. Enchanté, ça me fait très plaisir de vous recevoir ici. Vous êtes une artiste que j'apprécie vraiment, que j'ai découvert il y a quelques années via les réseaux sociaux avec votre vidéo sur Pénélope Fillon, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, c'est Oui, vraiment un honneur de vous recevoir sur ce podcast. mais je suis ravie d'être là. Alors, comme vous le savez, je vais tirer une petite carte. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. En ce moment, mon émission de télé préférée. J'aime bien l'émission C'est politique. J'aime bien la façon d'animer, je la trouve sobre, je la trouve constructive dans les débats, je trouve ça pas mal. Alors, je suis désolé, moi, je regarde pas du tout la télé. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce que c'est que cette émission, qui l'anime, sur quelle chaîne ça Alors, je me passe? rappelle pas du nom des présentateurs, donc parce que je regarde pas non plus beaucoup la télé en fait. Le peu de fois où je suis tombée sur cette émission, je crois que c'est sur France 5 ou Arte, je sais plus. C'est souvent des débats sur des thèmes politiques ou sociétaux et souvent voilà ils invitent des gens qui n'auront pas forcément la même opinion, mais ça va pas partir en clash, ça va pas partir dans des débats stériles. Souvent c'est plutôt assez constructif. Voilà. Est-ce que vous voulez bien m'en dire un petit peu plus sur votre parcours? Comment est-ce que vous êtes devenue comédienne? Comment est-ce que vous êtes devenue humoriste? Et surtout, comment est-ce que vous en êtes venue à parler de politique? Alors, moi, je suis au départ une simple comédienne. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai fait partie d'une troupe d'improvisation théâtrale dans le 91. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une formation au Cours Simon, qui est la plus ancienne école de théâtre de Paris. Et ça a été une formation hyper importante pour moi parce que j'ai pu découvrir que j'étais aussi capable de faire pleurer. Donc, c'est très instructif. Et puis, bah, bien sûr, j'ai découvert à quel point ça pouvait être une drogue de vouloir faire rire et d'entendre les rires dans une salle. Donc j'ai débuté comme ça en étant comédienne. J'ai fait pas mal de projets, de pièces un peu dans Paris qui étaient pas, voilà, c'était pas des succès, mais ça marchotait. Et puis un jour, je me suis lancée dans le one parce que, comme ça, un peu sur un coup de tête. Et j'ai commencé avec un premier spectacle en mise en scène Caroline Sichose et Martin Darondeau, d'un spectacle qui s'appelait Ça va piquer. C'était les débuts un peu, forcément. Alors les débuts, c'est toujours quand on débute en one, euh, voilà. C'était une première version de moi-même sur scène avec des maladresses, avec j'étais un peu stressée au départ, mais on voyait quand même que j'essayais d'aborder d'autres thèmes que ce qu'abordent les autres humoristes, c'est-à-dire que je commençais à parler du chômage, je commençais à parler de religion, et voilà. Après j'ai rencontré Vincent Leroy qui aujourd'hui est la voix des journalistes qu'on entend dans les vidéos. Et bah, ça a été une véritable rencontre parce que en termes d'écriture, il m'a apporté tout ce que j'avais pas encore, c'est-à-dire vraiment, c'est une Ferrari ce mec en termes d'écriture et il comprend tout ce que je veux. C'est-à-dire que moi j'arrive avec les idées, je lui fais la passe et il marque le but. Et puis petit à petit, en écrivant, on a testé beaucoup de choses avec Vincent au départ. On a écrit des vidéos qui n'ont pas tout de suite marché.
Mais ça nous a permis d'arriver à trouver un petit peu notre style, notre manière d'écrire. Et puis, ben, on a commencé à faire une vidéo où j'étais facteur, ensuite chef de chantier, ensuite médecin de Jacques Chirac. Et j'ai remarqué que ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est de faire des métiers. Des métiers que d'ailleurs je pourrais jamais faire dans la vie, hein, comme médecin ou comme avocate. Et quand il y a eu l'affaire Fillon, ben, c'est plus une colère de moi en tant que citoyenne de voir des politiques qui font les lois, qui se croient au-dessus. Et j'ai eu besoin d'en rire parce que sinon j'étais très en colère. Très en colère parce que ces gens-là qui vous donnent des leçons de moralité, de comment dire, de vie et qui se targuent d'être irréprochables sont en fait des gens qui vont utiliser l'argent public pour financer des choses personnelles. Et oui, j'étais en colère. Et cette vidéo, elle m'a permis d'expulser un petit peu tout ça, d'exprimer ce dégoût de la vie politique et de voir que beaucoup sont corrompus. Surtout ceux qui ont l'air très policés comme ça, qu'on leur couvre dans Paris Match. Je pense que ce sont les pires. Et ça a parlé à beaucoup de Français, visiblement, puisqu'on a fait 14 millions de vues dans la semaine. Je m'attendais pas du tout à un tel succès, même si au moment de poster, d'appuyer sur publier, on s'est regardé avec Vincent, on s'est dit, je crois qu'on tient un truc. Le truc, c'est que on dirait une vraie avocate. J'ai pas fait exprès. Ayant eu des jobs un peu aussi dans ces milieux-là, j'ai travaillé pour des cabinets d'avocats, j'ai été standardiste, j'ai pu un petit peu les observer. Je pense que j'en ai imité une, notamment, qui m'avait beaucoup humiliée, d'ailleurs, qui m'avait dit, vous me ramasserez mes déchets en parlant de son plateau repas. Et cette dame ne m'aimait pas beaucoup, voilà. Et enfin, je sais pas si c'était personnel ou si c'était dû à ma fonction de standardiste qu'elle méprisait. En tout cas, voilà. En tout cas, je l'ai joué comme ça et beaucoup ont cru que c'était une vraie au départ, alors que je trouve personnellement, je trouve quand même qu'on voit que c'est quand même un sketch. Mais ça a parlé à beaucoup de gens, notamment le fait de ce foutage de gueule un peu éhonté, un peu aux yeux de tout le monde, ce truc de bah quoi? Bah, évidemment que c'est comme ça. Mais alors, bon, vous couperez quand même. Petit truc de conscience quand même de pas montrer trop la face cachée, mais ça a plu, ouais. Justement, avec ce vous couperez qui est quand même qui a été un peu votre marque de fabrique au départ, on a Mhm. l'impression que enfin voilà, vous nous montrez des phrases qui échappent aux politiciens et qui trahissent leurs véritables intentions, aux politiciens ou dans ce cas précis à l'avocate. Est-ce que vous riez pas aussi de la population qui laisse faire? Parce que quelque part, en fait, toutes ces infos, on les a sous les yeux. C'est pas rire de la population. J'ai pu parfois constater au tout départ, et après ça n'a plus du tout été le cas, bien sûr, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des manifs dans partout et des gens qui ont commencé à se lever. Mais au départ, quand dans l'avocate, je dis on est en léthargie, c'est-à-dire que le peuple, les politiques peuvent faire n'importe quoi, le peuple ne bougera pas. Oui, bah au départ, j'avais envie que ça se termine tout ça, qu'on ait des politiques qui nous représentent vraiment. Et souvent, en interview comme ça, je parle aussi de ce qui se passe un petit peu dans les pays nordiques, comme la Finlande ou comme la Suède ou la Norvège, où les politiques sont beaucoup moins payés et sont tout de suite virés à la moindre petite incartade. Euh, et on aurait besoin de ça en France, en fait. Moi, c'est ce qui me manque, c'est cette envie de pouvoir et d'argent qui les rend un peu tous bah, malheureusement corrompus. Et tous ceux qu'on voit arriver en haut, enfin tout en haut, sont pas des gens qui travaillent pour l'intérêt des Français. Je ne crois pas. Je crois pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'opposition qui tient la route? Bon, alors là, je sais pas, je ne sais pas, mais mon pauvre, j'aimerais bien vous donner une vraie réponse. Je pense que sincèrement qu'une fois que les caméras sont éteintes, je pense que ils bouffent tous à la même table et que voilà. Après, il y en a des sincères, hein. Attention, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. J'ai pas de nom à citer parce que ce n'est pas mon rôle. Mais je pense que forcément dans la bataille et d'ailleurs dans les nouveaux députés, c'est-à-dire les très jeunes, certains sont vraiment là avec une vraie volonté de faire bouger les choses sans être corrompus.
Donc heureusement, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui va être un petit peu meilleure. On croise les doigts. Je voulais revenir sur votre parcours. Est-ce que vous vous êtes politisé avant de faire de l'humour ou est-ce que vous avez fait de l'humour avant de vous politiser? Alors, je ne suis absolument pas politisée, hein. C'est Ok. pas parce que je ris des politiques que je suis politisée. Être politisée, c'est avoir choisi un camp. Or, je ris de tous. Je ne prends aucun parti. La politique ne m'intéresse absolument pas. Je suis athée en politique comme en religion. Et d'ailleurs, j'aborde aussi beaucoup de thèmes qui ne sont absolument pas de la religion, notamment dans mon nouveau spectacle où je parle absolument pas de politique. Après, j'en ai fait pas mal qui ont buzzé, où je me moque des politiques, mais ça ne fait en aucun cas de moi une humoriste politisée. D'accord. Ah, c'est intéressant comme point de vue. Ok. C'est vrai que bah, Ouais. pour le coup, en tant que spectateur, je vous voyais comme quelqu'un d'assez engagé, donc je trouve ça intéressant d'avoir votre ressenti par rapport à ça. Mais engagé, ça veut dire quoi engagé pour vous, alors? Quelqu'un qui va prendre parti, en tout cas par rapport à la réalité qu'il peut voir dans le pays dans lequel il vit. Enfin, moi, c'est comme ça que je vous Non, voyais, moi, en fait. je suis là pour dénoncer des failles, pour mettre en lumière ce que je vais trouver d'absurde. Mais en aucun cas, engagé, ça voudrait dire je prends ma carte d'un parti et je me bats et je suis militante et je vais dans la rue avec ma banderole. J'ai fait des manifs, mais en tant qu'Anne-Sophie Bajon, absolument pas. Déjà en tant que la Bajon, notez-le bien. Et surtout, ça n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de rire, de faire rire et de s'amuser de l'actualité, parce qu'on en a tous besoin. Donc, pour moi, là où il y a du rire, il y a de l'espoir. C'est déjà un grand défi que d'arriver à faire rire avec toutes ces choses-là. Et à partir du moment où on en rit, on désamorce aussi beaucoup de choses. On redonne espoir et on, et on arrive à vivre mieux le quotidien. Pour moi, c'est simplement mon rôle. Il faut pas me mettre dans un rôle que j'ai absolument pas, et d'ailleurs pas choisi. C'est-à-dire l'humoriste engagé qui va être la voix de un tel, de un tel, de un tel. Absolument pas. J'ai jamais voulu ça et je ne le serai jamais. Vous ne m'avez jamais vu sur un plateau télé. D'ailleurs, j'ai refusé tout. On m'a beaucoup invité, mais j'ai toujours refusé. Vous m'avez jamais vu en train de défendre telle ou telle cause. C'est bien la Ouais, preuve que pour ouais, l'instant, c'est vrai. mes sketchs sont là uniquement pour arriver à aussi rire de tout ce qui se passe au quotidien. On vous appelle souvent la Coluche au féminin, c'est comme ça aussi que vous êtes défini dans votre dossier de presse. Est-ce que Oui. justement ça vous porte pas préjudice, entre guillemets, parce que c'est vrai que Coluche, il y a quand même une phase de politisation avec ses élections présidentielles, où pour le coup il sort de son rôle d'humoriste. Ouais, alors c'est d'ailleurs c'est pas la partie que je préfère de chez lui d'ailleurs. Ça va peut-être surprendre certains, mais je pense que le problème c'est que quand il a arrêté de se présenter, il a déçu beaucoup de gens qui avaient un gros espoir que ça se passe mieux et qu'on les écoute. Après, il a fait énormément de choses grâce au fait qu'il arrête, puisqu'il a pu monter les Restos du Cœur et là. Donc d'être comparé à Coluche, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur, mais je pense qu'on me compare à Coluche pas forcément par rapport à la politique. Je pense qu'on me compare à Coluche parce que j'ai pas peur d'aborder tous les thèmes et qu'il y a une volonté d'être proche des gens parce que j'en fais partie. Voilà. Et vos spectacles, du coup, si vous n'êtes pas politisé, est-ce qu'ils peuvent s'adresser également à des gens qui sont novices en la matière, qui n'y connaissent rien en politique? Bah oui, puisque je vous dis, dans mon spectacle, je parle pas de politique, en J'ai fait. pas vu le Donc, nouveau. ah voilà. Non, non, dans mon spectacle, je parle pas du tout de politique. J'ai pris une autre voie parce que au bout d'un moment, en fait, j'aime pas faire toujours la même chose, moi. Sinon, en fait, je m'ennuie. Et souvent, il y a des gens qui me demandent, bah alors, est-ce qu'il y a l'avocate dans le nouveau spectacle? Je dis, bah non. Et et il y en a qui peuvent être déçus, mais en même temps, ces mêmes personnes-là sont les premières à, qui vont justement aller se plaindre parce que je fais toujours la même chose. Donc j'ai décidé de me surprendre aussi moi-même parce que j'aime bien partir dans autre chose. On m'a déjà vu dans ce truc-là. Maintenant, on me voit dans autre chose. Je m'attaque à ceux qui ont plus de pouvoir d'ailleurs dans ce spectacle. Je m'attaque à des grosses multinationales. Je m'attaque à des thèmes qui nous concernent tous, nous les humains, comme l'écologie, comme l'amour, euh, comme la paix dans le monde, la guerre et tout ça. Je parle de thèmes qui vont être beaucoup plus universels, on va dire. Et ça me fait du bien aussi de faire autre chose.
Vous disiez tout à l'heure que ce qui avait fonctionné avec votre vidéo sur Pénélope Fillon, c'était justement le fait qu'on y retrouvait du vécu, ce côté un peu l'avocate, on a l'impression que c'est une vraie avocate. Est-ce que du coup, vous vous êtes resservi de ça justement dans votre nouveau spectacle? Est-ce qu'il y a du vécu dans ces personnages que vous transposez dans Extraterrienne? Par exemple, quand j'interprète Mamie Bajon dans le nouveau spectacle, c'est une vieille dame acariâtre, misanthrope, antisémite, homophobe, raciste. Euh, c'est un personnage au départ, quand on l'a écrit, qui me faisait un petit peu peur parce que d'interpréter une grand-mère parce que ça a déjà été beaucoup fait, qu'on tombe très vite dans la caricature. Et c'est drôle parce que ce personnage a été une vraie révélation. Il y a des persos comme ça qui sont pour moi assez simples à interpréter, qui viennent tout de suite dans la seconde, comme l'avocate, comme la grand-mère. Peut-être parce que il y a un petit peu de ma grand-mère dedans, parce qu'il y a des grand-mères que j'ai pu observer, je saurais pas vous dire. Mais oui, forcément. De toute façon, à partir du moment où on est comédienne, on se sert de ce qu'on a déjà vu, de ce qu'on a déjà vécu et de ce qu'on a observé, de ce qu'on a vu aussi dans des films, dans ce qu'on a lu dans les livres. Donc forcément, oui, je m'inspire de tout ce que je vois autour de moi. Et cette grand-mère, je l'aime parce que elle peut tout dire. Vu qu'elle est vieille, c'est souvent on pardonne un peu aux personnes âgées de dépasser les limites. Et ce personnage, il est là pour rappeler que on vient tous de la même particule et que souvent les gens qui rejettent d'autres personnes à cause de leur couleur sont souvent des gens assez seuls qui ont vécu une exclusion et voilà, c'est ce personnage me tient beaucoup à cœur pour ça, pour rappeler des valeurs universelles. Et dans ce spectacle, c'est vraiment ça, c'est rappeler qu'on vient tous du même endroit, qu'on a tous la même origine et rappeler aussi qu'on nous a fait beaucoup culpabiliser ces dernières années en nous disant bah, vous avez bousillé la terre, vous roulez à l'essence, vous vous chauffez trop. C'est aussi pour rappeler que bah, on fait aussi des choses bien et que ça on ne le dit pas assez, on se le dit pas assez. Je vais vous poser une question difficile maintenant. Est-ce qu'on peut rire de Ah, tout? ah, c'est pas une question difficile, tout le monde me la pose. Je sais, mais je l'ai Euh, tellement entendu et j'ai tellement entendu des c'est réponses horrible. aussi, mais qui étaient horribles. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui rit de tout, c'est quelqu'un qui est sain d'esprit déjà? Est-ce que vous riez de tout vous, dans la vie? Est-ce Non. que vous allez rire? Est-ce que je vais rire de la porte qu'elle a? Quelqu'un qui rit de tout, c'est quelqu'un qui a pas de raison, qui a pas toute sa tête. Donc, on peut rire de tout, mais en étant fou. Après, moi, je suis un peu folle. Donc, je ris de beaucoup de choses. Il y a des choses qui me font pas rire, et donc, je vais pas en rire. Voilà. Ok, j'aime bien cette réponse. OK. Et est-ce que rire des abus de pouvoir, c'est pas en partie les cautionner? Vous voyez, parfois on parle de tout ce qui pourrait être opposition contrôlée, du fait de faire un petit peu le jeu du pouvoir en parlant de ce qu'ils font. Est-ce que ça sert la critique ou est-ce que ça dessert la critique? Mais en fait, je peux pas me poser cette question parce que sinon, je fais plus rien. Sinon, dans ces cas-là, alors, si à partir du moment où on est un petit peu critique envers le pouvoir ou envers l'opposition d'ailleurs, parce que je suis critique envers tout le monde, si à partir du moment où on décrète que ça les sert, dans ces cas-là, on fait plus que des sketchs sur les iPhones. Moi, je veux bien, hein, mais vous risquez de vous ennuyer un petit peu. C'est pas mon truc de parler de moi sur scène, c'est pas mon truc de parler des relations de couple, même si je l'ai déjà fait, c'est pas mon truc. J'ai envie de m'attaquer à des choses un petit peu plus grandes, hein, qui nous concernent tous et qui j'essaie d'élever un peu le aujourd'hui. D'aborder des thèmes qui vont être un petit peu plus difficiles. Si on commence à aller pointer du doigt le fait que ça les sert, peut-être. Si ça les fait marrer eux tout en haut, mais génial. Moi j'ai envie de dire, si ça si ils arrivent à tendre une toute petite oreille, parce que je sais que je suis très écoutée dans les hautes sphères. S'ils arrivent à tendre une toute petite oreille et que ça les fasse réfléchir quand ils sont aux toilettes, mais moi je suis ravie. Et pas uniquement quand ils sont aux toilettes, mais quand ils se retrouvent seuls et qu'ils se disent, ouais, au fait, elle a dit ça, c'est vrai que merde, c'est peut-être vrai, peut-être que. Et parfois, ils sont tellement déconnectés, ils sont tellement dans une autre dimension, parce que c'est les sphères du pouvoir qui veulent ça et qu'on voit bien qu'il y en a beaucoup qui sont pas, qui sont hors sol. Et je parle pas uniquement du gouvernement, je parle de tous.
à force d'être entre eux et d'être avec des avantages considérables, tu n'es plus proche du peuple. C'est logique. Si un sketch peut arriver jusqu'à leurs oreilles et peut éventuellement leur faire prendre conscience de certaines choses, même si au final peut-être que ça leur sert, bah, ce sera déjà ça, quoi. Est-ce que certains ont essayé de vous approcher? Oui, je citerai pas de nom mais oui, oui, bien sûr. Sans dire de nom, enfin, comment est-ce que vous avez réagi? Bien, j'aurais gentiment dit que je préférais rester libre et ne pas m'afficher auprès de qui que ce soit parce que ma liberté, c'est de tous les critiquer. Donc, à partir du moment où je m'affiche avec un seul, euh, bah, la prise de position, elle est là. Et après, pour les critiquer, bah oui, bah, tu t'es affiché avec lui, donc pourquoi tu critiques? Donc non, en fait. Et il y a certains humoristes, d'ailleurs, tous ceux qui se sont affichés avec des politiques l'ont amèrement regretté. Comme il y en a aucun non plus qui me fait envie, ça tombe. Enfin, c'est assez facile de leur dire non. Voilà. Comment se produisent vos spectacles? Est-ce que c'est vous qui les financez? Est-ce que vous avez une société de production privée? Est-ce que vous touchez des subventions publiques? Ah non, je touche aucune subvention. Non, je m'autoproduis. J'ai avec ma société de production qui s'appelle Sans déconner Production. Et je travaille avec Gaia Prod. Et je dis une connerie parce que j'ai réussi à avoir des aides pour financer 15%, je crois, je sais plus, de mes dépenses. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le CNC. Et là, j'ai réussi à les obtenir, ce qui fait que ça va me permettre de pouvoir payer mon attaché de presse, par exemple. Ça m'aide à faire de la communication. Est-ce que pour toucher plus de gens, vous avez déjà pensé à jouer dans la rue? Ah, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je suis une amoureuse des théâtres, hein. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a rien de plus intime, de plus incroyable qu'une salle de spectacle. Surtout, je, comment dire, je pense qu'il y a vraiment des lieux qui sont habités, des vraies salles de spectacle, euh, et c'est un vrai lieu de communion. C'est pas pour rien hein, qu'on rend ça payant aussi, c'est que il y a une véritable prestation. Moi, je paye des techniciens, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi hein, aujourd'hui. Il y a des gens que j'emploie pour faire toute ma communication, s'occuper de mes trajets, s'occuper de mes fiches de paye, s'occuper des fiches de paye de mes techniciens. Et tous mes techniciens, aujourd'hui, j'ai un gros décor parce que je veux vraiment faire un vrai show. Et aujourd'hui, bah, le spectacle, c'est aussi ça. C'est une véritable troupe. En parlant de troupe, il me semble que vous avez mis en scène un spectacle récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire Oui. un petit peu plus? Oui, alors une vraie révélation pour moi parce que je mets en scène les décaféinés. Donc c'est un duo d'humoristes aujourd'hui qui se sont fait connaître chez Laurent Ruquier pendant l'émission de Demande qu'à en rire. C'est au départ deux personnes que je prenais pour mes vidéos qui ont fait beaucoup d'apparitions dans mes sketchs. Et comme j'aime beaucoup ce qu'ils font et leur nature comique, aujourd'hui, je les mets en scène dans un spectacle qui s'appelle Les deux derniers amis du monde. Et au départ, j'avais un petit peu peur parce que la mise en scène, j'avais jamais fait. Donc, on les a aidés à coécrire le spectacle et on les met en scène avec Vincent. Et j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à les diriger, à les aider à faire évoluer le spectacle. Et on travaille encore dessus d'ailleurs, hein. Ils sont en tournée dans toute la France et au point virgule à Paris. Donc, ouais, c'est une vraie collaboration. Et voilà, je conseille tout le monde d'aller les voir parce qu'ils ont un spectacle qui est c'est vraiment très, très, très drôle. C'est un vrai bonbon. C'est eux qui sont venus vous chercher, du coup, entre guillemets, pour ce spectacle? Oui, tout à fait. À l'inverse de votre spectacle extraterrienne et de Vous couperez, où là, c'était votre propos que vous avez voulu porter sur scène. Alors, extraterrienne et vous couperez, oui, bien sûr. Il y a que c'est de la coécriture avec Vincent Leroy. Oui, oui, tout à fait. Les propos, généralement, dans mes spectacles, ils sont ils s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire, justement, quelle que soit votre couleur, votre milieu social, votre appartenance, une religion ou pas, c'est très souvent des messages de vivre ensemble, de tolérance. Et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui parce que tout ce qui nous arrive depuis quelques années
aide beaucoup à diviser les gens. J'aime que l'art et le spectacle vivant aide à faire que on se retrouve tous dans une salle. On est tous là pour communier ensemble, pour rire ensemble, le temps du spectacle. Et ça, c'est incroyable parce que derrière un écran, les gens sont souvent virulents, sont souvent assez agressifs. Et dans une salle de spectacle, il y a une ouverture d'esprit qui se fait vraiment. Est-ce qu'il y a une maxime qui régit votre vie? J'aime beaucoup tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort de Nietzsche. Et puis il y a une phrase que j'oublierai jamais que Florence Foresti m'a dite quand j'avais 3 mois dans les pattes en termes de scène, et où elle m'a dit il faut que tu y crois à 400% parce que personne d'autre n'y croira à ta place. Et ça souvent je suis rappelée parce que ça m'a permis de continuer, de me relever dans les moments les plus durs. Trop bien. On s'approche de la fin de cet entretien. Avant que je vous pose la dernière question, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre? Non, c'était assez complet. Je trouve ça très bien. Alors, il me reste la dernière question qui, je pense, va aller un petit peu dans le sens de ce que vous avez dit, mais j'ai bien envie d'entendre votre réponse. Je la pose à tous Mhm. mes invités. Si vous aviez D'accord. le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par quoi est-ce que vous commenceriez? Ah, je donnerais le sourire à tout le monde. Ok, j'aime bien. Voilà, Ok, voilà. super. Eh ben, merci beaucoup, la Bajon. Merci, c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Je vous livre sans plus attendre les 3 pépites que je retiens de cet échange. Tout d'abord, que le rire permet de désamorcer la colère, voire même de la transcender pour en faire quelque chose de positif. C'est aussi par le rire que l'on redonne espoir et que l'on peut porter des valeurs qui nous animent. Ensuite, que pour pouvoir dénoncer les failles et rester libre de critiquer tous les points de vue, il est important de ne pas prendre parti. On peut mettre en lumière ce que l'on trouve absurde, s'amuser de l'actualité, mais ne pas prendre parti. Enfin, que l'humour permet d'aborder tous les thèmes et de rester proche de son public. C'est peut-être en grande partie pour cette raison que les one-man shows ont aujourd'hui un côté bien plus populaire que le théâtre. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de la Bajon, je vous mets tous les liens dans la description. Ses dates de tournée sont sur son site internet. Bon 1er mai à tous, merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.